Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Ouais, non, tout à fait. J'aime beaucoup, de toute façon, le mouvement altruisme efficace. J'aime beaucoup parce que c'est une façon d'utiliser plutôt une approche intelligente et rationnelle sur des problèmes qui nous touchent directement émotionnellement. Et parfois, quand on est touché émotionnellement par quelque chose, on est soit paralysé, soit on se sent coupable de rien faire, ou on se juge comme étant un être immoral ou égoïste. Alors que comme tu dis, il suffit d'utiliser des outils assez simples comme se dire, allez, je donne un pourcentage sur mon revenu annuel à des associations. C'est presque quelque chose qui devient automatique. Et à partir de là, il y a cette sensation de plus trop y penser émotionnellement, mais de se dire, OK, je sais que je fais quelque chose qui a un impact dans le monde. C'est efficace puisqu'il y a aussi de nombreuses autres associations qui s'amusent, enfin, qui s'amusent, qui s'occupe de essayer de classer les associations les plus efficaces, les associations non gouvernementales, comme tu as mentionné l'association Against Malaria Foundation. Ouais. Généralement, c'est souvent les associations les moins connues en fait. C'est pas l'UNICEF ou Médecins sans frontières, je pense. En tout cas, même si ces associations-là sont tout à fait louables, ce que je veux dire, c'est plutôt des actions qui, par exemple, s'occupent de guérir l'aveuglement des gens ou alors d'enlever Ouais, la cécité. la cécité ou de les vers, d'enlever les parasites ou la malaria qui touche évidemment beaucoup les pays africains. Euh, Par contre, est-ce que tu as un moyen d'essayer de voir quelle est la meilleure façon de choisir une association caritative? Est-ce que sauver une vie, c'est plus important que de permettre à quelqu'un de retrouver la vue? Est-ce que on devrait plutôt s'inquiéter d'empêcher la malaria de se répandre? Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça peut Ouais. aussi. Je sais que j'ai eu un petit peu ce sentiment à un moment donné de me dire, ok, mais quelle association est la plus efficace? En tout cas, est-ce que je dois prioriser une plutôt que l'autre? Est-ce qu'on pourrait même élargir le propos en se disant, est-ce que je vaut mieux sauver une vie humaine que s'occuper de la souffrance animale ou même des futures générations avec le réchauffement climatique? Enfin, tu vois, c'est Oui. ça devient difficile. Sur la hiérarchisation des causes entre elles, alors, bon, déjà, il y a pas nécessairement de réponse évidente, même s'il y a des pistes, et puis même ma vision ne reflète pas nécessairement celle du mouvement de l'altruisme efficace. Euh, Aujourd'hui, il y a des outils formidables comme 80,000 Hours, qui justement, à côté de chaque cause, euh, développe une échelle et précise l'ampleur, l'aspect négligé de ce problème et les possibilités d'y répondre. Euh, donc ça, ces trois critères qui sont notés permettent déjà de se faire une idée des problèmes les plus urgents, et, mais ça reste que des indicateurs. Mhm. Euh, ouais, si on en vient vraiment à la question personnelle de comment est-ce que finalement, si j'ai un peu d'argent, comment est-ce que je le donne? Alors, moi, j'ai l'impression que si un évaluateur d'organisations caritatives comme GiveWell, par exemple, euh, estime que finalement l'impact attendu d'un don à une ONG est, est similaire à celui de l'impact attendu d'un don à une autre ONG, finalement, à la fin, cela relève d'une sensibilité personnelle, l'endroit où je fais mon don. Mais je pense qu'il faut faire attention parce que précisément, l'altruisme efficace vise à se détacher un peu des, des appréciations personnelles, et notamment de l'affection qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'une organisation, d'un problème, et d'avoir l'approche qu'on appelle cause neutrality, la neutralité vis-à-vis d'une cause, qui est que finalement, si on observe qu'un problème n'a plus vocation à être résolu, ou si un problème n'a pas de solution, ou si une solution donnée finalement n'en est pas une, alors cette cause neutralité nous invite à finalement se retirer en quelque sorte et placer
placer ses œufs dans un autre panier, quoi. Donc, si par exemple, sur la viande cultivée, si demain, toutes les études nous offrent des raisons de croire que la viande cultivée n'est pas une réponse aux problématiques associées à l'élevage, alors aujourd'hui, c'est pas le cas, hein, mais si demain, ça va être le cas, alors j'arrêterai d'investir mon temps dans l'agriculture cellulaire et je ne donnerai pas mon argent au développement de ce domaine. Donc, la cause neutralité, c'est assez important. C'est l'idée d'être flexible et de ne pas devenir un fanatique absolu d'une problématique et d'une solution. Ça peut placer dans des états inconfortables. Là, par exemple, je passe un nombre d'heures très important sur la viande cultivée et le fait de maintenir en même temps dans ma tête l'idée que si ça ne devait pas marcher, alors j'orienterais mes efforts ailleurs, c'est quand même des croyances qui peuvent être facilement contradictoires et donc ça demande une vigilance en permanence, quoi. Mais, mais voilà, l'idée c'est que ouais, pour moi, si les impacts attendus sont similaires, donc euh, quand je dis impact attendu, c'est parce que ça a été évalué par l'évaluateur de Charité Kifwell ou parce que on a une échelle de notation sur les problèmes profiles qui sont évoqués sur 80,000 Hours. Finalement, avec ces échelles, on a des impacts attendus similaires, alors ça relève d'une sensibilité. Je pense que là où la question de la sensibilité peut être assez forte, c'est sur les questions du long-termisme. Dans l'altruisme efficace, il y a un courant. Alors, je vais essayer de le présenter de la manière la plus fidèle possible, bien que je ne suis pas expert. Il y a un courant qui s'appelle le long-termisme et qui évoque le fait que il est peut-être que nous ne vivons actuellement pas dans le moment, dans la période la plus importante de l'histoire, parce que demain, dans le futur, à long terme, il pourrait y avoir beaucoup plus d'individus que tous les individus qui ont vécu jusqu'à présent aujourd'hui. Et dans ce contexte, si on est sensible au sort des générations futures et à la souffrance d'individus qui ne sont pas encore nés, mais qui pourraient être nés dans le futur, si on pense à leurs conditions de vie de demain, alors peut-être qu'on ne va pas nécessairement s'attaquer au même problème que si on est plus sensible aux problématiques d'aujourd'hui, par exemple la santé mondiale ou la souffrance animale. Par exemple, quelqu'un plus sensible au long-termisme pourrait davantage être intéressé par le fait de limiter les risques catastrophiques. Donc un risque catastrophique, même si on a l'image assez connue d'un astéroïde, en fait, c'est pas nécessairement le plus préoccupant, même si ça peut l'être et de bon droit. Mais par exemple, il y a les pandémies. Les pandémies qui sont une problématique très négligée et pour lesquelles je crois je crois que l'ordre de grandeur de chercheurs dans le monde, c'est une centaine qui travaillent dessus, donc c'est vraiment pas grand-chose. On a de même les risques associés à une éventuelle intelligence artificielle générale qui ne serait pas alignée avec les intérêts humains. Et d'ailleurs, qu'elle soit générale ou non, mais c'est plutôt générale qui, a priori, pourrait ne pas être aligné avec les intérêts humains. On a d'autres risques catastrophiques. Euh, le réchauffement climatique extrême en est un, puisqu'on parle souvent du réchauffement climatique entre 2 et 4 degrés, mais il y a une probabilité faible, je crois que elle est estimée, j'avais lu ce chiffre sur le site 80,000 Hours, je crois qu'il y a 1% de chance. Alors, qu'est-ce que c'est? Bon, il faut être prudent avec ces estimations, mais 1% de chance que d'ici la fin du siècle, on atteigne un réchauffement, une hausse des températures moyennes de 9 degrés. Et donc ça, c'est un réchauffement climatique extrême, un risque catastrophique, face auquel il y a des réponses, il y a des réponses à explorer. Ça peut être la géo-ingénierie, ça peut être le fait de trouver des moyens drastiques de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ces problématiques, elles visent à
sur le long terme, elle vise davantage à préserver la capacité de l'humanité à fleurir, à prospérer sur le long terme. Et donc, c'est une sensibilité un peu moindre à la souffrance qui existe aujourd'hui, qu'elle soit humaine ou animale. Et, et vraiment, là, ça relève bien de la sensibilité pour orienter son temps et son argent, quoi. Donc, on ne peut pas totalement exclure la sensibilité, même dans une approche rationnelle. Oui, oui. Après, il y a aussi la possibilité de choisir volontairement de ne pas accorder une importance trop grande à un sujet plutôt qu'à un autre et de répartir son temps ou ses dons aux trois catégories. Et voilà, et par exemple, voilà, ça peut être une solution aussi. Parce que je pense qu'on peut très bien être touché par la souffrance des êtres humains qui vivent dans des pays plus défavorisés et en même temps être touché par la souffrance animale et penser également aux futures générations qui pourraient expérimenter des degrés de bonheur plus importants que nous. L'importance qu'on passe le bâton, on va dire, et qu'on s'assure que cette future génération existe, et on parle peut-être du prochain millénaire, hein, je veux dire, ça peut vraiment aller loin. C'est même extrêmement important. Ouais, ouais, c'est sûr que c'est difficile toujours de peser le poids d'importance des catégories.